Salut tout le monde, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jujutsu Kaisen, saison 3, épisode 3. J'espère que vous allez tous très bien, les gars. Moi, en tout cas, ça va super bien. Et je suis extrêmement ravi de vous retrouver, du coup, pour cette nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Alors, vous allez beaucoup me voir regarder ici mon écran à droite parce que j'ai beaucoup de notes. J'ai pris pas mal de notes, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on a eu un épisode qui était quand même assez sympa, qui était, ma foi, extrêmement intéressant. Alors, avant qu'on en parle, juste, je voulais revenir 2 secondes. J'ai vu sur les réseaux que ça avait fait quand même pas mal parler. C'est vrai qu'on n'est pas sur les 2 épisodes d'avant. Souvenez-vous, les 2 épisodes d'avant, ils étaient vraiment masterclass. Là, on est sur un épisode un peu plus posé. Il n'y a pas vraiment d'animation de fou, d'animation voilà, complètement dingue, mais il y a quand même des choses à prendre en compte. Vous allez le voir dans cet épisode, les gars. Je vais essayer, comme d'habitude, de vous parler sans avoir lu le manga. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais absolument pas sur quoi on va se diriger. Mais je vais essayer en tout cas d'apporter mes petites théories. Donc on commence l'épisode avec du coup toute notre fine équipe. Donc je vous rappelle, on a Yuji, Chozo, on a Megumi, Maki, Yuki et je crois et Yuta. Voilà, j'ai oublié Yuta, qui vont rentrer du coup dans le pavillon de Tengen. Souvenez-vous, c'est là où on s'était laissé la dernière fois. Donc j'avais trop hâte de voir ce qui va se passer. Et effectivement, je trouve que ça a été bien apporté de la part de Mappa, puisque, comme j'ai dit, il n'y a pas une animation incroyable, mais ils ont essayé de rendre l'épisode assez vivant, avec quand même pas mal de petites choses à droite à gauche. On va en discuter, justement, on va en discuter dans la vidéo. Et on va commencer déjà par Tengen, qui nous apprend un truc un petit peu fou quand même, c'est que Tengen est immortel. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Mais surtout, là, ce qui m'a fait ce qui m'a interpellé, c'est plutôt quand on a Yuji qui pose cette question un petit peu naturelle en fait, et qui dit mais vous êtes immortel en fait, vous ne pouvez pas mourir. Et là Tengen lui dit tout à fait, exactement comme toi, il y a 500 ans. Et waouh, déjà on se dit ok, Yuji il a 500 piges et pourtant il n'a pas pris une ride, donc c'est un petit peu étonnant. Et moi en tout cas je me suis posé la question. Est-ce qu'elle parle de Yuji en tant que tel ou alors est-ce que Tengen fait référence à Sukuna? Et si on fait référence à Sukuna, ça me paraît un petit peu plus logique que Yuji. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le premier élément en tout cas que je voulais prendre en compte. Et on apprend aussi, du coup, qui est Kenjaku. Alors Kenjaku, si vous vous en souvenez pas dans la saison 2, c'est, vous savez, le mec là qui a la cicatrice. Je vous montrerai peut-être une photo ou deux au montage. Et c'est le mec voilà, qui a l'espèce de cicatrice qui avait donc scellé Satoru Gojo, souvenez-vous, avec la lisière du supplice, donc le petit cube là avec tous les yeux dedans, un peu dégueulasse d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, là, Gojo, il est scellé à cause de Kenjaku et on va du coup savoir quel est véritablement son objectif. Nous, on le savait déjà, mais là, Tengen va l'expliquer à nos persos et en fait, notre équipe plutôt, et en fait, l'objectif, c'est de faire évoluer l'humanité. Alors, je vais être honnête, j'ai pas tout compris. Quand Tengen parle de l'évolution de l'humanité, j'ai pas vraiment compris. Est-ce que c'est une évolution par rapport du coup à l'exorcisme, ou en gros, quand les exorcistes évoluent, eh ben en fait, ils vont être de plus en plus puissants. Donc, est-ce que c'est en lien avec ça, ou alors est-ce que ça a rien à voir? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. J'avoue que cet épisode était compliqué. Il était compliqué à suivre, surtout quand on n'a pas l'habitude du manga. Moi, j'ai pas lu le manga, souvenez-vous, donc j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans l'épisode. Il m'a fallu 2-3 visionnages pour bien comprendre ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais en tout cas, ça c'est ce que Tengen nous explique. Et on a aussi et surtout la question en tout cas que moi je me posais quand j'avais vu la saison 2, c'est la lisière du supplice. On sait que c'est là où Gojo il est scellé, donc impossible en tout cas de l'ouvrir. Tengen précise d'ailleurs que seul celui qui a scellé quelqu'un dans la lisière du supplice peut l'ouvrir. Donc en fait, il n'y a que Kenjaku, si on comprend bien, qui peut déceler Gojo. Mais là, la question que moi, en tout cas, je me suis posée, c'est si Kenjaku, son objectif, c'est de s'approprier le corps de Gojo. Parce que là, actuellement, il a le corps de Geto, donc qui est très puissant. Mais je pense son prochain objectif, c'est d'avoir Gojo, du coup. Comment il va faire? Parce que s'il va déceler Gojo, Gojo, du coup, il va retrouver tous ses pouvoirs et tout. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai ultra hâte de peut-être voir un petit combat Kenjaku contre Gojo. Qui gagne, honnêtement, je sais pas. Franchement, je pense que Gojo, il tabasse Kenjaku, à mon avis. Ou en tout cas, ça joue à pas grand-chose. Et j'ai en tout cas trop hâte de voir ce combat s'il a lieu. J'espère qu'il aura lieu. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on sait que pour
Gojo, donc on peut pas le délivrer comme ça, il faut l'envers de la lisière du supplice. Donc c'est un petit cube noir en fait avec des yeux fermés qui permet de déceler du coup Gojo. Et là on va apprendre quelque chose. On va apprendre aussi qu'il y a des objets maudits qui peuvent servir contre la lisière du supplice. Alors on a bien évidemment, je crois que ça s'appelle la lance céleste, voilà, donc c'est l'arme de Toji, souvenez-vous, son espèce d'épée là que son fléau peut lui donner. Ça, j'ai pas compris d'ailleurs comment ça se fait que le fléau de Toji peut lui donner un objet maudit comme ça. Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que Toji l'avait déjà récupéré chez les Zenin? Probablement. Après, il y a peut-être son sort inné aussi, puisque on sait que Toji n'a pas d'énergie occulte. Donc, est-ce qu'il peut manier du coup les objets maudits un peu à sa guise? J'ai l'impression en tout cas. Donc ça aussi, pareil, ce serait à vérifier. Mais c'est juste fou se dire que Toji, il a la lance céleste, donc qui est un objet hyper puissant, mais qui a été détruit par Gojo, malheureusement, il y a 12 ans. Donc ça, on le sait maintenant, c'est il y a 12 ans. Il y a aussi la lame noire. Donc ça, c'est assez marrant parce que Yuta, il explique en fait que c'est pour ça qu'il est parti aussi en Afrique. C'était pour aller chercher du coup les lames noires. Mais malheureusement, Gojo les avait déjà détruits. Donc comme il dit, même avec Miguel, donc c'est le Renoir, souvenez-vous, qu'on voit dans JJK0, eh ben, ils n'ont pas réussi en fait à trouver ça, puisque Gojo, il avait tout détruit. Et ça me fait trop rire, parce que Megumi, il fait « Qu'est-ce qu'il fait chier ce prof ?» La tête qu'il fait, elle est quand même assez drôle. Et on a surtout un nouveau personnage qui fait son apparition, qui peut, de ce que j'ai cru comprendre avec son sort inné, mais qui peut aussi être utile pour la lisière du supplice, c'est l'ange. Donc c'est Anna, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis désolé les gars, j'ai complètement oublié les noms. Mais il y avait beaucoup de choses à se rappeler, en tout cas donc dans cet épisode-là. Mais on a l'ange, qui est un personnage. Alors Megumi il pose une question intéressante, parce qu'il dit « D'accord Tengen, ok, il y a l'ange, mais est-ce que tu sais où elle est ?» Et là, Tengen lui dit, l'ange se trouve dans l'arène est de Tokyo, je crois. Enfin, elle est en tout cas au Japon, et il y a tout à fait moyen de réussir à la trouver avant Kenjaku pour peut-être réussir à déceler Gojo. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il nous expliquait. Donc là, on voit qu'il y a une certaine pression aussi qui est quand même mise à cause du temps. On va rentrer en tout cas maintenant dans la traque meurtrière. Ça, c'était ce qui avait été dit en fait dans l'épisode d'avant, souvenez-vous. La traque meurtrière, en fait, qu'est-ce que c'est? Je me suis un peu renseigné. Déjà, j'ai revu l'épisode 3-4 fois, mais je vous avoue, c'était pas non plus super clair. Donc, j'ai demandé à des connaissances sur Discord qui m'en ont un petit peu plus dit. Et en fait, c'est un espèce de battle royale, si j'ai envie de dire. C'est un peu un battle royale, mais un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît. Alors, on va y aller étape par étape. Je vais essayer, comme d'habitude, d'être le plus explicite possible. J'ai mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde par là. Mais en tout cas, du coup, dans cette traque meurtrière, il y a 3 points vraiment important que moi j'ai relevé, en tout cas 3 règles. Déjà, la première des règles, si on peut dire, c'est que le maître du jeu, c'est un familier qui s'appelle Kogan, je crois. Il n'y a pas vraiment de maître du jeu, en fait. Mais lui, c'est un peu comme un maître du jeu. Donc, en fait, si on a des questions, j'ai envie de dire, ou s'il y a quelque chose en tout cas à faire, c'est avec ce familier qui, lui, est un espèce voilà, de maître du jeu. Je ne sais pas encore où il se trouve, comment on fait pour peut-être discuter avec lui ou quoi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est donc 2 règles qui sont super importantes. C'est déjà qu'il faut avoir 100 points pour créer une nouvelle règle, tant que celle-ci ne perturbe pas la suite du jeu. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand tu as 100 points, en gros, vous l'avez compris, hein, mais quand tu as 100 points, tu peux donc créer une nouvelle règle pour ou contre les autres joueurs. Et aussi, ça c'est très important, si tu ne fais pas de score pendant 19 jours, tu perds tous tes pouvoirs. Tous tes pouvoirs sont retirés instantanément. Donc ça, c'est vrai que ça laisse aussi un peu perplexe, parce qu'on se dit, merde alors, comment on va s'en tirer? Comment on va faire? Parce que je vous rappelle qu'il faut faire le plus de scores du coup. Il faut scorer un maximum. Et c'est donc ce que Tengen va expliquer. Alors il y avait pas mal de choses à dire aussi au niveau de la traque meurtrière, mais je vais y revenir juste après. Je vais vous parler un petit peu plus globalement de l'épisode après. Là, on finit juste ce qu'il y avait dedans, parce que c'était quand même assez intéressant. Et donc après, dans la suite, Tengen explique que donc il y a sur les 7, parce qu'ils sont 7 en tout, sur les 7, il n'y en a que 2, 4, 5, 6, non pardon, ils sont 6, et sur les 6, il n'y en a que 2 qui vont devoir rester avec Tengen, parce que Tengen explique que comme il y a Kenjaku en fait qui est beaucoup plus puissant que lui, du coup forcément, Tengen peut se faire manipuler, et là ce serait vraiment la fin du monde, vous l'aurez compris. Donc il y a 2 persos, 2 d'entre eux qui doivent rester pour protéger Tengen, et c'est Chozo qui se désigne et Yuki. Alors Yuki,
On se dit, c'est une classe S, elle est quand même assez balèze, donc heureusement qu'elle reste en fait avec Tengen. Et on a Chozo qui se dévoue un peu. Alors, j'ai envie de dire Chozo un peu, c'est le choix un peu par défaut, j'ai envie de dire, parce que ça aurait pu être Yuta, ça aurait pu être Maki, ça aurait pu être Megumi par exemple, qui aurait pu rester. Mais non, c'est Chozo qui a été choisi. Pourquoi il a été choisi? Je pense qu'il doit avoir ses propres raisons. Peut-être pour que son frère, donc Yuji, comme on le sait, soit en sécurité, je veux dire, avec Megumi et les autres. Peut-être pour ça, hein, on ne sait pas. Et peut-être que lui, il est plus fort au niveau défensif pour protéger Tengen et tout. Si Kenjaku se ramène, au moins, voilà, Tengen ne sera pas tout seul. Donc ça, c'est déjà une bonne chose que les deux restent. On a ensuite Maki qui va chercher les objets dans le clan Zenin, les objets maudits dont ils ont besoin. Et elle explique bien qu'une fois que ce sera fait, elle va demander à Panda et les autres de venir les aider. On a aussi la dernière partie que j'ai vraiment adorée. Alors on a Yuta qui va aller dans une arène un petit peu solo. Je pense qu'il va vraiment pas être seul pour le coup. Il va se faire accueillir peut-être par des nouveaux persos, qui sait. Donc on va peut-être encore avoir 1 ou 2 combats assez masterclass. Je l'espère. J'espère qu'on va revoir Yuta se battre pour le coup, parce que c'est vraiment un perso ultra badass, ultra stylé. J'ai trop envie de le voir se battre, quoi. Yuta, quand il se bat, c'est vraiment quelqu'un d'autre. C'est juste génial. Mais on a surtout un moment que j'ai bien aimé. C'est quand on a Yuta qui dit à Megumi et à Yuji d'aller chercher Shinji Akari. Et là, nous, on n'a pas lu le manga, donc on ne sait pas du tout qui est Akari. Et on se dit, d'après Yuta et d'après Maki, alors Yuta, il dit que Akari serait plus fort que lui. Et là, Maki, elle intervient de suite en lui disant non, pas du tout. Toi, t'es beaucoup plus fort que Akari. Mais on a du coup Akari qui est décrit comme un mauvais élève. Souvenez-vous, comme quelqu'un qui est un petit peu... vous savez, dans les classes et tout, c'est un peu le fouteur de merde, quoi, on va pas se mentir. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de revoir notre bon vieux duo Megumi Yuji chercher Akari. Et je pense qu'on va se diriger peut-être vers un autre combat, une fois de plus. Un combat qui, j'espère, va être masterclass. Mais je ne doute pas, Mappa, ils vont nous faire un épisode sublimissime. Et en tout cas, voilà, c'est donc sur ça qu'on se quitte. On se quitte en gros sur tous les objectifs de pourquoi Kenjaku fait ça, la traque meurtrière et tout. Et on se laisse du coup avec Maki Chozo qui vont défendre Tengen. On a ensuite Maki qui va chercher tous les objets au clan Zenin. Donc là, il risque d'y avoir encore du sale et ça va être la fête. On a de l'autre côté Yuta qui va partir un peu de son côté, faire les arènes de l'Est, etc. Et on a de l'autre côté le dernier quart avec Megumi et Yuji qui vont chercher Akari. Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il reste une petite séquence. Une petite séquence qui dure pas très longtemps, où on a un nouveau personnage qui fait son apparition. Alors, il s'appelle Takaba, je crois. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Takaba. C'est un peu un humoriste raté, vous voyez, c'est un peu le cliché quoi, du mec qui fait du stand-up, mais qui clairement est pas au niveau, quoi, on le voit. Il fait son spectacle, mais on a l'impression que c'est un peu le bouffon du roi, lui. Et il va donc s'inscrire à la traque meurtrière. Et ça, c'est assez intéressant. Que nous, en tout cas, on n'a jamais vu, même dans la saison 1 ou la saison 2, on ne l'a jamais vu. Avant de vous conclure, du coup, on va un petit peu revenir sur l'épisode en globalité. Cet épisode 3, je l'ai trouvé méga intéressant parce que Mappa, ils ont essayé d'apporter Ils n'ont pas fait un épisode monotone, monocorde, vous savez, où c'est des explications sur des explications sur des explications et on ne comprend rien. Au contraire, ils ont fait plein de petits schémas à droite à gauche, plein d'effets spéciaux et tout. Vraiment, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup quand ils font ce genre de choses. Et c'est vrai que ça rend l'épisode un petit peu moins long, même s'il est très intéressant dans le contenu qu'ils proposent. Dans le fond, c'est super intéressant. Mais dans la forme, j'avoue que ça a dû les faire chier quand même à faire une animation où il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de plans fixes. Mais ils ont vraiment essayé d'apporter quelque chose de vivant en fait à l'épisode. Comme quoi, on s'est pas ennuyé. Et franchement, moi, je vais pas vous mentir, l'épisode, il a dû durer... Allez, je dirais qu'il a duré 20 minutes ou 25 minutes, un truc comme ça, parce qu'il y a le générique qui fait 1 minute 30 à peu près. Donc on va dire, allez, il y a 24 minutes d'épisode. Mais honnêtement, je les ai pas vus passer. C'était méga intéressant. Et j'ai bien aimé, par exemple, à un moment, vous voyez, il y a une espèce de petit arrière-plan blanc après qui devient noir-rouge, où on a aussi des effets spéciaux un peu en 3D, avec Geto, Kenjaku. Vraiment, la lisière du supplice aussi qui tourne en relief. Franchement, c'était super bien fait. Mappa, ils ont vraiment pris le soin d'apporter plein de petits détails à droite à gauche. Et ça, c'est super intéressant. Et ça donne un épisode qui, au premier abord, a l'air monocorde, monotone. On va se faire chier, ça va être long. Un épisode qui finalement est passé plutôt vite. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
cet épisode-là. En tout cas, dites-moi tout en commentaire si vous avez aimé, pas aimé. Moi, je sais que j'ai personnellement beaucoup aimé parce que ça nous en apprend plus sur les différents personnages, sur les objectifs. Maintenant, on sait qui est Kenjaku, même si moi, je m'en doutais un petit peu que c'était le faux Geto. Moi, je l'appelais le faux Geto parce que je savais que Geto était mort depuis belle lurette, mais je ne savais pas quel était le nom de l'espèce de cerveau, souvenez-vous, dans la saison 2. Bah là, on sait que maintenant, c'est Kenjaku. Et maintenant, voilà, on connaît ses objectifs à lui, donc comment ça va se finir? Comment ça va se finir? Est-ce que Kenjaku, par exemple, il va se battre contre Gojo? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que peut-être on a Sukuna qui va intervenir? Ce serait génial, mais comme on l'a vu dans la saison d'avant, je pense pas qu'on le voit, en tout cas ici, probablement dans la partie 2, hein, peut-être qu'il va intervenir, mais en tout cas dans cette partie, la partie 1, je pense qu'on verra pas Sukuna. Enfin bref, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, même s'il était un peu long, j'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait un plaisir de fou de vous partager cette nouvelle passion, j'ai envie de dire, que j'ai pour Jujutsu Kaisen, parce que vraiment, je prends mon pied avec JJK. La saison 3, qui a commencé il y a 1 ou 2 semaines, est juste masterclass, et j'ai trop hâte de voir l'épisode d'après. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, pour le prochain épisode. C'était Spice, et à la prochaine. Ciao.